Chamoun, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour, merci pour cette invitation. Il y a 20 ans paraissait un premier livre au nom du Père, un livre tourné vers le passé où vous nous racontiez votre illustre famille libanaise. Votre grand-père, Khalil Chamoun, a été président du Liban de 52 à 58, entre autres. Votre père a également été homme politique tragiquement assassiné dans les prémices de cette guerre civile terrible qui a traversé le Liban. Et aujourd'hui, bien, vous nous revenez, mais avec un livre, je dirais, tourné sur le présent, sur l'avenir, 20 ans entre ces deux ouvrages. Sans doute que pour pouvoir reconstruire l'extérieur étant le Liban, il fallait d'abord se reconstruire soi-même ou reconstruire vous-même. Oui, c'était un peu ça, ce livre, c'est un cheminement personnel. Mais aussi un cheminement vu des circonstances de ma naissance dans ce pays qui a été détruit par une guerre féroce. Le premier livre que j'ai écrit au nom du Père a été écrit juste après l'assassinat de ma famille. Je ne sais pas si beaucoup de vous sont au courant de ces histoires, mais je vais réassumer comme non. Alors, je vais vous raconter qu'en 1990, juste après la guerre du Golfe, quand les Syriens sont rentrés au Liban, il y avait une grande lutte entre différentes communautés libanaises. Et mon père avait pris parti avec le côté de l'armée libanaise, et il était contre les changements qui devaient être adoptés pour une nouvelle constitution. Et il était contre la rentrée des Syriens au Liban. Après la rentrée des Syriens au Liban le 13 octobre 1990, mon père fut assassiné violemment. Mon père, mes deux frères, Tariq et Julien, âgés de 5 et 7 ans, et sa femme Ingrid. Cet assassinat était un aboutissement d'une vie parsemée de violence, d'une vie faite de violence. La guerre avait commencé quand j'avais 14 ans, et c'était ma génération. Nous étions des jeunes adolescents à l'époque qui avaient participé dans cette guerre, qui avaient été recrutés, qui se sont donnés volontairement à cette guerre. Et j'ai grandi dans cette ambiance. Avant cet événement, avant l'âge de 14 ans, je vivais une autre vie tout à fait normale, très belle, bien sûr assez privilégiée de par le fait que mon grand-père avait été président et que c'était une grande famille libanaise. Mais avec la venue de la guerre, tout a changé, tout a chaviré dans mon monde. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée entourée de miliciens. J'ai dû faire mon entraînement militaire pour pouvoir me protéger, pour pouvoir protéger ma mère, parce que mon père était toujours sur le front. Mon père, qui avait été un ingénieur civil, a été transformé en chef, en commandant d'une milice chrétienne qui s'appelait les Tigres. Et à l'époque, on se battait contre la présence des Palestiniens au Liban. Après la guerre de 67 et après ce qui fut connu comme le Septembre Noir, quand les Palestiniens ont voulu renverser le roi de Jordanie, ils ont été renvoyés de la Jordanie et ils sont venus tous au Liban, des militants, activistes, ils ont voulu continuer leur guerre contre Israël à partir du sol libanais. En même temps, ils ont déséquilibré les confessions libanaises, ils ont aussi, leur présence a créé beaucoup de scissions dans l'armée, et l'armée s'est désintégrée. On s'est vu à ce moment-là lancer dans une guerre contre les Palestiniens pour sauver notre pays et nos vies à l'époque. Ces événements sont rentrés dans nos vies d'une façon très très violente et irréversible. Le premier livre raconte le récit de ces éléments, le récit d'une adolescente qui est affrontée à la terreur, à la violence, à l'horreur d'un très jeune âge, à partir d'un très jeune âge, et aussi à des trahisons, d'immenses trahisons dans la communauté même, d'où je venais, dans la communauté chrétienne. Il y a eu plusieurs attentats, il y a eu des combats fratricides entre les différents camps, et ce livre raconte cette histoire et se termine avec l'assassinat de ma famille. Ça, c'était il y a 23 ans. C'était un livre que j'ai écrit
d'une façon de thérapie, parce que, ayant vécu avec toutes ces horreurs, il fallait quelque part que je les vide, que je m'exprime. Donc c'est un livre beaucoup plus passionné, beaucoup plus enflammé. 23 ans plus tard, j'ai entamé cet autre livre. Pour écrire ce livre, il fallait que je contextualise le passé, mais aussi que je complète l'histoire. Après l'assassinat de ma famille, il y a eu des événements dans le pays où j'étais obligée de rentrer parce qu'ils ont trouvé qui était la personne responsable de l'assassinat de ma famille. Et en fait, il s'est avéré que c'était le chef d'une autre milice chrétienne, le chef des forces libanaises, Samir Jarja. Je suis rentrée au Liban et j'ai suivi le procès de très près. Ce procès était très controverse, dans le sens où on était sous l'occupation syrienne et que les gens qui étaient accusés à la tête de cette milice avaient des moyens absolument énormes. Et donc je me suis trouvée très isolée dans ce combat et aussi très menacée dans ce combat. Je l'ai quand même fait et j'ai poursuivi l'enquête jusqu'au point où Samir Jarja a été trouvé unanimement coupable du crime. Ce crime n'avait pas fait partie de l'amnistie générale du pays parce que c'était un crime tellement haineux. Il y avait 11 crimes comme ça, considérés comme ça, donc il a été jugé par la Cour suprême qui était faite de juges, de magistrats chrétiens, de magistrats musulmans et un magistrat druze. Il a été trouvé coupable de ce crime et moi j'ai été quelque part, il y a eu une immense propagande contre moi, de sorte que le combat avait été très difficile et je me suis retrouvée de nouveau exilée du Liban, de par le fait que je n'étais pas en sécurité dans la communauté chrétienne et la présence des Syriens m'empêchait de poursuivre un parcours politique. Ça c'est un peu l'histoire. L'histoire est racontée dans ce livre. Mais au-delà de ces événements, ce livre regarde la vérité de ce crime qui a été depuis l'époque assez occulté pour des raisons politiques. Ce personnage qui a tué ma famille aujourd'hui a reçu un pardon politique, et il n'est plus en prison et il joue un rôle politique dans le pays. Donc c'est aussi examiner un peu la perfidie de la politique, l'utilitarisme de la politique, l'arrivisme de la politique libanaise et de vivre un peu avec toutes ces trahisons. Et comment aller au-delà de ces trahisons? Comment transformer cette douleur, cette souffrance dans un chemin d'éveil, un chemin de tolérance, un chemin qui cherche à croître par le passé, à évoluer de par les circonstances douloureuses. Je crois que notre croissance, elle se fait toujours dans la douleur, nous les êtres humains. On ne grandit jamais à travers le bonheur. Le bonheur, on l'exprime, on le ressent, mais on fait nos grands chemins dans la vie à travers la souffrance. Et ce livre décrit ce chemin que j'ai fait personnellement à travers la souffrance pour aujourd'hui vouloir malgré tout quand même revenir dans mon pays, revenir au Liban et poursuivre l'histoire de ma famille et la politique de ma famille et œuvrer, me mettre au service de mon peuple et œuvrer pour ce pays qui ne m'a fait que souffrir, mais aujourd'hui je garde l'espoir parce que moi-même ma transformation personnelle me permet de croire qu'il y a de l'espoir quand même. Maître Tracy Chamoun, vous l'avez expliqué, vous avez appris de vos ennemis, vous avez appris de vos adversaires, vous avez appris du passé, vous êtes reconstruite de l'intérieur pour pouvoir maintenant aujourd'hui reconstruire ce Liban avec beaucoup d'humanisme, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de lucidité. Mais la question qu'on se pose tous aujourd'hui avec votre retour au Liban, est-ce que le Liban peut se reconstruire également lui de l'intérieur alors qu'il a été, que ça soit à l'époque de la guerre civile et aujourd'hui, le terrain de jeu de forces extérieures, de pouvoir extérieur? Parce que le début de la guerre civile, c'est quand même l'arrivée massive des réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, vous assistez à une arrivée massive des réfugiés syriens et on a l'impression que votre pays est amnésique, qui serait peut-être le cancre de la classe. Vous avez appris les choses, mais votre pays, finalement, il ne tire pas sagesse du passé. Je ne peux pas généraliser. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est dans une situation assez unique.
de par le fait que nous avons vécu ces années terribles de guerre. Donc nous savons quelles sont les conséquences de la guerre. Nous savons aussi profondément que nous sommes un pays multiconfessionnel, qu'aucune confession ne peut exterminer, ne peut détruire l'autre, et que nous n'avons pas de solution qu'en fait que de trouver une manière de vivre ensemble. Les tactiques de guerre, les pièges dans lesquels un peuple peut tomber, toutes en anglais je dis subterfuges, je ne sais pas comment on dit en français, les subterfuges qui sont exercés pour créer des cisanies, parce que comme vous l'avez dit, le Liban est toujours manipulé par des intérêts extérieurs, parce qu'à cause de la position du Liban, les voisins du Liban sont l'Israël et la Syrie, et il y a des enjeux politiques régionaux extrêmement grands. Donc le Liban est toujours sujet à ce genre de manipulation de tactique. Mais je ressens aujourd'hui, parce que je suis rentrée au Liban il y a 1 an, je ressens quand même dans le subconscient collectif qu'il y a un certain éveil à ce genre de manipulation. Il y a un certain désir de ne pas retomber dans le même engrenage de violence. Les forces aujourd'hui qui sont contre le Liban sont énormes. Les pétrodollars aujourd'hui qui sont versés au Liban pour attiser l'extrémisme, pour créer du Liban un corridor pour pouvoir mener la guerre en Syrie, pour pouvoir faire parvenir des armes en Syrie, présente un danger sur le terrain qui est très vrai et très réel. Mais on est quand même éveillé. Ça, je vous le dis parce que je vis aujourd'hui des situations sécuritaires où je regarde les résultats. Il y a quelques semaines, un chef sunnite a été capturé par un groupe de bandits ou de brigands, on ne sait pas quoi trop, et sa barbe a été rasée, il a été humilié. Ce genre de tactique, normalement, aurait provoqué une énorme réaction violente. Or, aujourd'hui, que ce soit le Hezbollah, que ce soit les chefs sunnites, que ce soit les chrétiens, les dirigeants, tout le monde calme la situation, parce qu'on a appris du passé. Or, quand on voit, par exemple, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, comment les situations ont été déclenchées pour ces révolutions arabes, on voit souvent qu'il y avait des événements qui ont vraiment déclenché des revendications, des situations de revanche qui ont fait escalader la situation. Nous, on a appris que la guerre n'est que la vengeance répétée. Et aujourd'hui, on ne veut pas créer des situations où ça recommence. Donc, on a compris quelque part. Le problème, c'est qu'avec la nouvelle génération, elle est beaucoup plus disponible pour une propagande plus violente, aussi des conditions sur le sol qui sont économiques, qui sont assez désastreuses aujourd'hui, qui fait qu'on a une population qui souffre, qui a faim, et qu'il y a beaucoup d'argent qui est en train d'être versé en ce moment. Donc on peut utiliser ces gens-là aussi pour créer des problèmes. C'est un peu pour cette génération, la génération de jeunes aujourd'hui, que j'ai voulu écrire ce livre. Et c'est pour ça aussi que quand vous avez dit que mon combat c'était la vérité, en effet c'est ça, parce que l'histoire est très importante. L'histoire, c'est notre héritage. Et ces leçons, il faut pouvoir les partager. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. C'est un peu d'éclairer notre passé, parce que le passé est revendiqué, le passé est repris, le passé est transformé en propagande. Et je l'ai vécu, ce passé. Et j'ai senti en écrivant que ce livre, que c'était mon devoir de le transmettre. Le transmettre à travers ce livre, mais également le transmettre, je dirais, après la période de réflexion, par une période d'action, en créant un parti politique, en vous présentant aux élections pour vous faire entendre, la voix humaniste que vous êtes dans le monde qui semble tirer plutôt profit des différences, des dissonances, alors que vous voulez justement unir. Donc d'abord le livre, mais après également l'action sur le terrain politique. Oui, je voudrais faire une synthèse de la dialectique qui est le Liban aujourd'hui. Il faudrait voir si on peut créer une citoyenneté libanaise au-delà des confessions. Quand je suis rentrée au Liban, ça fait très longtemps que j'étais convaincue que je voulais jouer un rôle
politique au Liban. Dès l'âge de 14 ans, avec la guerre, je suis devenue une activiste. Je voulais participer à tout, je voulais tout savoir. Je me suis lancée dans le combat avec beaucoup de ferveur. Aujourd'hui, avec beaucoup d'années derrière moi, cette ferveur s'est transformée en un désir très très profond de servir mon pays et d'utiliser ses connaissances pour tracer un nouveau chemin. Je suis rentrée, j'ai créé un parti politique avec l'aide de gens exceptionnels, dont ce monsieur qui est assis à côté de moi, monsieur Georges Dembakli, qui est le chef du cabinet politique du parti. On est les libéraux démocrates au Liban, donc nous voulons avoir une politique libérale et démocratique. Le Liban est un des seuls pays démocratiques dans le Moyen-Orient. C'est un système parlementaire. Mais quand même, il y a des élections. Et comme il y avait cette échéance cette année d'élections parlementaires, j'ai décidé de rentrer au Liban et à travers ce parti de créer justement peut-être un groupe de parlementaires et de me présenter moi-même aux élections et de pouvoir commencer à proposer des réformes, à travailler et à œuvrer. Il y a une expression anglaise que j'adore qui dit you have to walk your talk, right? You have to walk your talk. In other words, you have to be what you say you are, to do what you say you are. Il y a une correspondance entre l'action et la parole. Parler seulement ne suffit pas. Il faut être responsable de ses paroles et agir en conséquence. Et je suis arrivée à une étape dans ma vie, vu ma situation personnelle. Aujourd'hui, mon fils a 17 ans, il est indépendant, j'ai fait mon devoir de maman. Et je suis plus disponible pour faire ce travail. Mais ce qui veut dire que quand on est une chamoune, finalement, on n'échappe pas à la politique, parce que ce livre-ci débute par une annonce de départ à votre grand-père quand vous alliez suivre vos études en Angleterre. Il se termine par votre retour il y a un an à Beyrouth pour mener ce combat politique, mais sans doute fallait-il partir pour mieux revenir et surtout trouver votre identité propre, parce que vous ne vouliez pas juste avoir l'identité, l'héritage de la famille politique chamoune, vous vouliez être vous-même également. Oui, c'est un lourd passé. C'est un système excessivement patriarcal au Liban et féodal. Mais je crois qu'il y a aussi une opportunité pour tout le monde de s'exprimer, que ce soit un homme ou une femme dans la société politique libanaise. Personnellement, j'ai dû partir, en effet, pour revenir, pour différentes raisons. Pour des raisons absolument personnelles, parce que j'étais esquintée après 20 ans de guerre. Je suis tombée enceinte, il fallait que je lève mon fils, que je m'occupe de ma famille. J'avais assisté à un procès énorme dans le pays qui avait chambardé tout le pays à l'époque. Et j'étais absolument esquintée de tout ça. Il fallait aussi que je me découvre, qui j'étais loin de tout ça. Je suis arrivée aussi à une étape dans ma vie politique au Liban où j'étais dégoûtée de l'arrivisme, j'étais dégoûtée de la mégalomanie politique libanaise, de la poursuite du privilège. Et je savais que je ne pouvais pas, en toute vérité, adhérer à ce genre de pratique, et que quelque part, il fallait que je me déconstruise avant de me reconstruire sur des valeurs plus réelles. Je suis allée aux États-Unis et pendant 10 ans, j'ai enseigné le yoga et la méditation, et j'avais une école de yoga, j'avais à peu près 5000 élèves. Et je me suis vouée à cette pratique, et cette pratique m'a transformée énormément. Je ne raconte pas beaucoup sur cette pratique dans le livre, parce que c'est assez personnel, mais certainement, du point de vue de ma propre reconstruction, elle était très très importante, car elle m'a permis de me créer, de voir mon identité, et de me dissocier de tous les symboles à laquelle j'avais été attachée avant. Est-ce que votre grande chance également aujourd'hui, c'est d'être né fille? Si vous étiez né homme, garçon, peut-être que vous auriez terminé tragiquement comme votre famille?
Oui, mon avantage aujourd'hui, je pense au Liban, à plusieurs niveaux, c'est d'être née femme, parce que en tant que femme, on a une expérience un peu différente du monde, et aussi parce que j'ai été épargnée. Je sais qu'on tue les fils sont les successeurs naturels de leur père. J'ai été épargnée, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je ne vais pas épargner les gens qui m'ont épargnée. Mais il y a un grand combat également à faire au niveau politique pour les femmes. Vous expliquez que dans le livre, si vous étiez né garçon, votre fils qui est né aux États-Unis, Lex, serait libanais. Or, aujourd'hui, il ne l'est pas. Donc, est-ce qu'il y a également un combat à mener également pour cette fameuse égalité homme-femme dont on parle beaucoup en Occident? Au niveau social, oui. On est très en arrière au Liban. Point de vue salaire, point de vue loi, point de vue héritage, point de vue garde des enfants pendant le divorce. Tous ces problèmes-là, certainement, ce n'est pas un terrain égal pour les femmes du tout. Sur la question de la nationalité libanaise, il est vrai qu'aujourd'hui, je ne peux pas donner la nationalité libanaise à mon fils. Mon grand-père était président du pays, mon père grand héros du pays. Aujourd'hui, mon fils ne peut pas être libanais. Cette directive provient du fait que nous avons tous ces réfugiés palestiniens au Liban et voulant protéger leurs droits de retour, ils ne veulent pas que ces Palestiniens épousent des femmes libanaises et donnent leur nationalité libanaise à leurs enfants. Mais ce n'est pas une solution. Et ça, c'est un peu symptomatique de ce qui se passe au Liban. C'est-à-dire que quand, politiquement, ils se heurtent à des problèmes, eh ben, on fait semblant qu'on passe au-dessus, ou bien on met ça de côté, on règle ça plus tard. Or, je trouve qu'il faut toujours une volonté de trouver une solution pour quelque chose. Il y a toujours une solution pour tout. Aujourd'hui, nous avons un grand problème économique, nous avons un problème sur la question des hausses des salaires. Le gouvernement s'est comporté d'une façon vraiment incompétente là-dessus. Et or, quand on voit les Libanais, on sait que c'est les plus grands financiers du monde, que c'est des banquiers naturels, que c'est des gens qui sont très adroits avec l'argent. Or, ils ne sont pas capables aujourd'hui de résoudre une question aussi fondamentale qui est la hausse des salariés pour les professionnels, les éducateurs, les infirmiers, etc. Et donc je parle vraiment de cette volonté de trouver des solutions. Et ça sera aussi, je crois, une plateforme pour ma campagne. D'autant plus que cette capacité existe bel et bien, que ça soit au Liban ou aujourd'hui en Occident. C'est vrai qu'on vit dans les apparences, loin de l'être. On est tous dans l'avoir, on veut toujours du plus. C'est ce qu'on appelle finalement ce fameux ego. Ça, c'est le défi également de tout être humain, quelle que soit sa confession, quel que soit son métier. Et c'est grâce à des gens qui auront compris cette sagesse qu'on apprend au fur et à mesure du temps que l'on pourra avancer tous ensemble. Oui, je pense aussi que c'est très facile de transférer la responsabilité de sa vie sur quelqu'un d'autre. Or, il faut assumer, et ça c'est tout à fait autre chose. Donc voilà, normalement les élections étaient prévues, vous m'avez dit que ça serait malheureusement reporté juin 2013, c'est donc une mauvaise nouvelle vu l'urgence de la situation, Tracy Chamoun. Oui, aujourd'hui les élections parlementaires au Liban sont excessivement importantes pour l'avenir du pays. Aujourd'hui, le Liban se trouve sur le croisement des chemins entre cette guerre sunnite, chiite dans la région, les alliances qui sont en train de se faire, la crise en Syrie, le financement des pétrodollars, les alliances des minorités dans l'Orient, la cantonisation de l'Orient. Tous ces problèmes ont des percussions sur le sol libanais, et ces élections, ça va dépendre qui vient au pouvoir, mais j'ai peur que ça peut chavirer, parce que dépendamment de qui vient au pouvoir, on pourrait être entraîné dans la crise syrienne comme on pourrait en être épargné.
L'avenir nous le dira avec ce fameux pendule qui peut aller vers le malheur ou le bonheur. Il n'y a pas que le territoire libanais qui est concerné. D'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre. L'avenir de l'Occident se joue au Liban, puisque ce petit pays avec beaucoup d'affection et de respect est finalement le dernier rempart pour l'Occident, pour les chrétiens. Oui, alors on peut interpréter ce sous-titre à deux niveaux. Premièrement, comme vous avez dit, il y a une croissance du fondamentalisme wahhabite, djihadiste, Al-Qaïda, terroriste même, je vais dire, dans la région. Ce qui se passe en Syrie reflète ce mouvement. Je crois que la Syrie aujourd'hui est une boîte de Pandore que les Occidentaux ont ouvert. Je ne suis pas très sûre qu'on réalise le danger imminent. Nous, en tant que chrétiens de l'Orient, originaires de cette partie du monde, donc on ne veut pas aller ailleurs, nous réalisons ce danger et nous voyons ce raz-de-marée qui s'élève autour de nous avec beaucoup de peur. Le Liban aujourd'hui aussi devient seuil pour ces mouvements terroristes, Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, tous ces groupes-là aujourd'hui existent au Liban, dans les camps palestiniens et parmi les réfugiés syriens. Nous avons aujourd'hui 1 million de réfugiés syriens, donc peut-être juste moins d'un tiers de la population libanaise. Quand j'étais en France, je leur disais, mais ça c'est équivalent à 18 millions de réfugiés en France. Et sur un tout petit pays, sans ressources, qui ne veut pas gérer ça, il y a une volonté justement de créer ce corridor d'armement pour la Syrie. Donc c'est très dangereux et c'est là où nous, les chrétiens de l'Orient, nous nous considérons comme le dernier front pour ce mouvement qui aujourd'hui prend une ampleur énorme. On voit ici, on voit en Afrique, on voit partout. D'un autre côté, pourquoi l'avenir de l'Occident se joue au Liban? Parce que le Liban aussi, c'est un message. Le Liban, c'est un endroit où les chrétiens et les musulmans sont obligés de vivre ensemble. On est obligé de trouver une solution à cette coexistence. On est obligé de dialoguer. On est obligé de se tolérer et de célébrer cette diversité. Il y a toujours des jours fériés au Liban. Que ce soit le Ramadan, soit Noël, soit Pâques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on va au Liban, mon fils qui vient d'y aller est un jeune ténor, il adore la chanson classique. Il me dit la chose que j'aime le plus ici, c'est le chant des mosquées mêlé aux cloches des églises. Et c'est absolument extraordinaire. Et c'est ce qui rend le paysage du Liban absolument unique au monde. Et c'est cette tolérance qui est un message pour le reste du monde. Merci de nous le transmettre, merci de nous éclairer avec toute votre humanité, votre intelligence du cœur. Tracy Chamoun, un immense merci pour ce que vous dites. Merci beaucoup.